Jusqu'à 9 heures, on est avec Olivier Bertrand, journaliste, réalisateur. Avec toi, on va parler de la montée des violences chez les jeunes. Alors, il y a des cas qui ont fait l'actualité ces derniers mois. La mort de Thomas à Crépol, notamment de Sedan, 14 ans à Saint-Denis, Kendi, 15 ans à Aisanville aussi, et bien d'autres. Dans ton livre Rix, toi, tu as choisi d'enquêter sur un cas spécifique. On va y venir. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'on appelle une Rix et en quoi ça diffère d'une simple bagarre ? Ce qu'on pourrait, la définition la plus simple, ce serait de dire que c'est une bagarre collective qui va opposer deux groupes d'individus, deux groupes de jeunes, et plus spécifiquement, si on parle des rixes d'aujourd'hui, qui vont opposer deux groupes de jeunes qui se battent avec un vrai rapport au territoire, au quartier. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la défense, ils sont dans la défense de leur quartier et ils vont se battre contre un quartier qui lui-même défend son territoire. On pourrait le définir comme ça. Alors justement, toi tu as enquêté sur le cas de Toumani, un adolescent de 14 ans décédé après avoir reçu 2 coups de couteau. C'était lors d'une rixe justement entre deux bandes de jeunes originaires de cités voisines. Ça s'est passé à Boussy-Saint-Antoine, c'est une petite ville, c'est en 2021. Alors la réponse est dans le livre, mais pourquoi avoir choisi ce cas précis pour lancer ton enquête ? Tout simplement parce que j'ai grandi là. Et donc quand en février 2021, j'apprends qu'un adolescent, un de plus, a été tué la veille au soir d'un coup de couteau et qu'il habitait au Vieillet, une cité de Quincy-sous-Sénart. Je m'arrête, j'écoute la radio et j'apprends que celui qui s'accuse d'avoir porté les coups de couteau, qui est présumé innocent, il n'a pas encore été jugé, habitait à Épinay-sous-Sénart, ville voisine, qui est la ville où moi j'ai grandi, où j'étais adolescent. Et dans un premier temps, je suis saisi. Et puis dans un deuxième, j'appelle mon éditrice quelques semaines plus tard et je lui dis, écoute, je pense que j'ai envie de retourner là-bas, à l'endroit où j'ai grandi, pour comprendre pourquoi, comprendre ces rixes, et puis également essayer de comprendre qui sont ces adolescents et voir s'ils sont très différents de l'adolescent que moi j'étais, et si leur violence à eux est très différente de ma violence quand j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans. Alors justement, il y a un passage qui interpelle dans le livre où tu dis, je cite, « Aux journalistes, des adolescents ont parlé d'une rivalité qui avait toujours existé, quelque chose d'ancestral qui remonterait à la nuit des cités. Après chaque rixe, on entend et on lit cela. Cette fois, au moins, je sais que ce n'est pas vrai. Quand j'étais enfant, cela n'existait pas ici. Il y avait des bagarres, des violences dans ma cité, mais pas contre des territoires voisins. On s'autosuffisait. » Alors qu'est-ce qui a changé vraiment d'après toi ? Qu'est-ce qui a changé ? Je pense beaucoup de choses. D'abord, c'est assez. Ce qui est saisissant, c'est quand vous allez les voir, en fait, quand vous allez voir les adolescents. D'abord, c'est pas facile. Ouais. Ils n'ont pas forcément envie de parler très vite à un journaliste, et plus globalement d'ailleurs à un adulte. Je pense que oui, tu le dis d'ailleurs dans le livre, il y en a peu qui. Et puis tu as changé beaucoup de prénoms aussi. Oui, ça, oui, c'est pour les protéger. Ouais. D'abord ceux qui sont partie prenante de la RIX, ils sont mineurs et on n'a pas le droit de donner leur prénom, ouais. Mais également les autres qui témoignent, qui des fois sont des jeunes majeurs et qui n'ont pas envie, qui m'ont livré des mots importants pour eux avec beaucoup de confiance, avec la condition qu'ils devaient changer de prénom. Et ils ont d'ailleurs choisi leur prénom à chaque fois. Voilà. Ils ont lu le livre d'ailleurs, la plupart m'envoient après un petit mot. Ils en ont pensé quoi ? C'est variable. En général, ils s'y sont retrouvés, je crois, et l'un d'entre eux m'a envoyé un mot très beau. Il m'envoie ouais, ça va, ça passe, le livre. C'est carré. Et j'aime bien la façon, j'aime bien comment vous écrivez. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir. Moins pour mon ego que pour le fait qu'il avait été sensible, en fait, aux mots, sensible à l'écriture. Voilà. Alors tu dis on s'autosuffisait, mais justement, qu'est-ce qui fait que ces jeunes, maintenant, se mettent à attaquer d'autres endroits que leur propre cité ? Je pense qu'il y a d'abord un phénomène d'imitation-reproduction. Quand ils arrivent à l'approche des 12-13 ans, ils commencent à voir les aînés, ceux de la génération juste avant, qui se battent de façon assez rituelle contre un quartier voisin ou contre plusieurs quartiers voisins. Et quand ils arrivent à 14 ans, c'est leur tour. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Il faut faire très attention quand on dit « ils », parce que c'est une extrême minorité de chaque cité quand même. Ça, je pense qu'il faut à chaque fois le rappeler, parce qu'on peut avoir l'idée que les gamins des cités se battent comme ça dans des rixes de façon collective. C'est une extrême minorité. C'est vraiment important de le dire toujours. Donc, ils voient faire les aînés et à un moment donné, c'est leur tour. Ils ont 14 ans et ils pensent qu'il faut y aller et qu'ils vont jouer là-dedans une partie de leur réputation dans le quartier. Il y a quelque chose de l'ordre du rituel, c'est-à-dire s'en prendre au corps de l'autre sous les yeux de l'aîné. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la ritualisation, dans le combat. Et par ailleurs, va se jouer pour eux quelque chose qui est profondément identitaire, c'est-à-dire qu'ils viennent défendre leur quartier, ils viennent montrer aux autres qu'ils sont solidaires dans la bagarre et qu'ils sont capables d'être à la hauteur des aînés pour défendre le territoire qui, à mon avis, aujourd'hui est toute leur identité, et c'est peut-être ça le gros problème. Mais ce qui paraît un petit peu bizarre, c'est que, en fait, quand tu parles de ces guerres entre quartiers, mine de rien, on pourrait se dire d'un point de vue très extérieur, c'est bête, ils sont dans la même équipe, ils font face aux mêmes problèmes. Pourquoi ces quartiers s'affrontent ? Alors,
D'abord, je pense que si tu dézoomes vraiment et que tu regardes un petit peu ce qui se joue depuis à peu près, sans doute, là, pour le coup, la nuit des temps, entre deux villages à la campagne, on pourrait quasiment dire la même chose. C'est-à-dire que si tu remontes un siècle en arrière, ils sont paysans, ils sont fils de paysans, ils ont à peu près la même vie. Pourquoi ils se battent? Parce qu'à mon avis, on est obligé de construire notre identité autour d'un groupe social et d'un territoire. Et si on revient aux cités, quand à un moment donné, tu perds le sentiment d'appartenir à un corps social plus large, quand toute ton identité finit par se réduire à ton quartier, tu mises tout là-dessus et tu vas aller te battre pour défendre un quartier dans lequel tu es bien souvent assez enfermé en réalité. Et ce livre est écrit sous forme d'un reportage à la première personne. Tu décris les transformations justement des quartiers que tu as connus, les routes par exemple pour y accéder. Et on comprend en plus que l'ensemble des petites villes concernées par cette rixe est particulièrement enclavé, bien qu'aux portes de la capitale, parce que c'est pas très loin. Et il faut forcément avoir une voiture, prendre un bus pour se déplacer, quitter ces villes dortoirs. Est-ce que tu penses justement que l'isolement joue un rôle dans la création et la multiplication de ces rixes ? Pour moi, c'est essentiel. Oui. C'est essentiel. C'est-à-dire qu'on a créé pas volontairement, bien entendu, mais on a créé toutes les conditions de l'enclavement. D'abord, dans un premier temps, l'enclavement physique, c'est-à-dire la cité, par exemple, à Épinay-Sénard, où moi j'ai grandi. Si on voulait aller à Paris, et mon père travaillait à Paris, mon père travaillait à l'autre bout de Paris, et mon père, tous les matins, il prenait un bus qui l'amenait à la gare de Brunoy. À l'époque, c'était pas encore le RER. Donc le train l'amenait à la gare de Lyon, où il prenait son métro. Il mettait 1h30 à peu près pour aller travailler, mon père. Et le soir, il mettait la même chose. Enfin, quand vous êtes comme ça, avec des ruptures de charge, qui fait que vous êtes très loin du reste de la population, vous avez cet enfermement. Et puis ensuite, il y a les politiques de peuplement, là aussi, pas toujours conscientes, mais qui font que progressivement, les cités sont de plus en plus homogènes socialement, que les gens qui vivent ensemble viennent souvent des mêmes endroits et aussi sont largement coupés du reste de la population française. Moins vous allez avoir de mélange, plus vous allez avoir du repli identitaire et plus vous allez vous retrouver. Oui, c'est ce que tu dis dans le livre, c'est du repli communautaire en fait, et c'est une des raisons qui peuvent expliquer ça. Communautaire ou identitaire, c'est-à-dire que chacun se replie sur ce qu'il pense être sa communauté. Alors, en arrêtant d'envisager qu'on fait partie d'une communauté plus large, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une nation, tout ça, que progressivement toute votre identité sociale se réduit à un quartier. Mais c'est vrai je pense, ils sont pas les seuls, les gamins sont pas les seuls dans les quartiers à être dans ce repli. Une partie de la société française aujourd'hui est dans un repli identitaire très fort, je crois. Chacun se replie sur ce qui est sécure pour lui, sur son identité un petit peu sécurisée. Et comment les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle dans ces rixes, dans cet enclavement dont tu parles ? D'abord, pour ce qui concerne les réseaux sociaux, les médias, je ne suis pas sûr que beaucoup d'adolescents dans les cités soient... au fait des médias. Oui, ou en tous les cas, c'est d'autres façons, bien sûr, de s'informer, pour le coup, de consommer de l'information ou plutôt de recevoir passivement de l'information, et qui passe également beaucoup par les smartphones. Pour ce qui concerne les réseaux sociaux, moi, je pense que ça joue plutôt un rôle d'amplificateur et surtout d'accélérateur. C'est une logique de surenchère aussi. On a l'impression que... Logique de surenchère, d'accélération. Ouais. Avant, quand il y avait une bagarre, par exemple, s'il se passait un truc injuste, le lieu de la bagarre, pour nous, quand j'étais gamin, était souvent le centre commercial. Soit c'était dans la cité, soit c'était le centre commercial régional. S'il y avait une bagarre au centre commercial, il fallait d'abord que ceux qui avaient participé rentrent chez eux, qu'ils en parlent, donne l'info, ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est de l'instantané. C'est-à-dire que non seulement c'est immédiat, et par ailleurs, on filme. C'est-à-dire qu'on va filmer l'humiliation faite à l'autre pour le poster immédiatement, et là aussi pour défendre la réputation du quartier et sa réputation. Il y a vraiment plus de rixes ou c'est juste qu'on est plus informé en fait ? Moi, je pense qu'incontestablement, il y a beaucoup plus de rixes aujourd'hui que ne serait-ce qu'il y a... D'abord, il y a 25 ans, je pense qu'il n'y en avait pas ou très peu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des bagarres collectives. Il y a eu l'époque des blousons noirs, il y a toujours eu... Il y a eu les blousons noirs, il y a eu les gangs du début des années 90, qui se retrouvaient Gare du Nord, qui se retrouvaient à la Défense, pour se battre. Peut-être avec moins cette identité refermée sur un seul quartier. Et par ailleurs, alors si on revient sur ces dernières années, sur les 10 dernières années, oui, je pense que ça a fortement augmenté et que surtout on ne connaît pas l'ampleur du phénomène, tout simplement parce que ça passe complètement sous les radars. Là, aujourd'hui, forcément, en Ile-de-France, il y aura une rixe quelque part, probablement, et on n'en entendra pas parler, parce qu'on entend parler quand il y a une blessure très grave ou quand il y a un mort, ce qui est de plus en plus fréquent. Ton livre, La Rixe, sorti en novembre dernier aux éditions Seuil, vise à répondre à une question assez simple. Pourquoi et comment des adolescents on arrive à se battre avec un tel degré de violence ? Phénomène de société inquiétant qui semble prendre de l'ampleur. Alors, en juin dernier, lors des violences urbaines qui ont éclaté après la mort de Naël, les fauteurs de troubles étaient parfois très jeunes, on le voyait, entre 14 et 18 ans. Et il y a d'ailleurs plusieurs membres du gouvernement qui ont appelé à la responsabilité des parents. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Je pense que c'est une vraie facilité. C'est une façon de globaliser qui est extrêmement culpabilisante. En fait, quand on parle des parents à propos des adolescents de cité, on est en permanence dans l'injonction et la culpabilisation. Donc bien sûr que la responsabilité des parents dans l'éducation d'un enfant, elle est évidente. C'est l'une des parts d'ailleurs. Mais la plupart toutes ces rixes, elles se passent dans l'espace public. Donc les parents peuvent faire attention à ce que fait leur enfant, leur adolescent. Moi, mes parents faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour faire attention. Mais à partir du moment où j'étais dehors, ils n'avaient plus aucun contrôle sur ce que je faisais. Et en général, ils ne savaient absolument pas ce que je faisais dans l'espace public. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire les parents sont responsables de tout. Dans l'espace public, c'est la puissance publique, c'est les autorités qui doivent, elles également... donc, moi, je pense que parler de responsabilité des parents en permanence, de façon systématique, et tout de suite, dès qu'une rixe se passe, d'abord, c'est extrêmement... culpabilisant et des fois assez dégueulasse. C'est-à-dire qu'avant de connaître les parents d'une victime ou les parents d'un auteur présumé, vous commencez par désigner les parents. Ça peut être assez horrible. Et puis, par ailleurs, c'est assez facile. C'est-à-dire qu'on met la poussière sous le tapis, quoi. C'est-à-dire que c'est les parents, c'est les réseaux sociaux. Ça ne me regarde pas, je ne peux rien faire dans l'espace public. Et d'ailleurs, tu as creusé un petit peu le profil de la famille de Toumani. Donc, on le rappelle, c'est ce jeune qui est mort en 2021 dans l'Essonne. Et tu dis que ses deux parents sont agents d'entretien, qu'ils cumulent les shifts pour s'en sortir, élever leurs enfants. Forcément, ça laisse un peu moins de temps pour les éduquer, surveiller leur scolarité. Donc finalement, le comportement de ces ados, ça reflète un peu le manque d'espoir et les pressions qui s'exercent sur leurs parents, en fait. Ce qu'on peut dire également à propos des parents de Toumani, Virginie, c'est qu'ils travaillaient énormément, effectivement, que sa maman, très longtemps, faisait des ménages le matin, c'est-à-dire qu'elle se levait à 5 heures pour aller faire des ménages. Et puis ensuite, comme la plupart des gens qui nettoient les bureaux, comme ceux qui nettoient les locaux, à mon avis, de Radio France, ils viennent très tôt le matin, avant qu'on soit là. Ils reviennent le soir très tard, après qu'on soit là. Donc la maman de Toumani, elle venait travailler très tôt. Et elle revenait travailler très tard. Et entre les deux, elle avait comme ça quelques heures. Et malgré ça, et ça c'est essentiel à savoir, c'est une maman qui n'avait pas du tout lâché prise, qui s'intéressait beaucoup et qui s'inquiétait pour son fils, parce qu'il avait des difficultés scolaires, parce qu'elle sentait bien qu'il était influençable, parce qu'il était risque-tout, un petit peu Toumani. Elle cherchait des appuis, elle appelait un éducateur, elle appelait le collège pour avoir quelqu'un qui l'aide. Donc, ce n'est pas des parents qui abandonnent malgré la difficulté. Certains, bien sûr. Hein. Là, je parle. Pourtant, cette maman-là, si elle avait écouté, elle avait autre chose à faire, malheureusement, ce soir-là, mais si elle avait écouté ce qui se disait ce soir-là, elle aurait entendu un ministre de l'Intérieur parler en premier de la responsabilité des parents. C'est dégueulasse pour le coup. Et selon toi, c'est pour sauver ces jeunes de cette violence, il faut s'appuyer sur quelles valeurs, sur quoi on peut s'appuyer et être sûr, tu vois, parce qu'on ne peut pas s'appuyer que sur les parents, c'est ce que tu disais. Sur quoi on peut s'appuyer? D'abord, je pense que c'est un travail d'extrêmement long terme et c'est difficile à faire entendre, notamment dans une société où on veut des réponses extrêmement rapides. Oui, c'est vrai. Et puis, par ailleurs, auprès d'élus locaux notamment, et pas seulement, qui ont souvent une échéance très rapprochée. C'est-à-dire que la prochaine élection, elle est dans 5 ans maximum quand on est maire. Et donc, qu'est-ce qu'on est prêt à se dire que pour résoudre les rixes, c'est pas pendant mon mandat que je vais le faire. C'est quelque chose qui se joue sur 10 ans ou sur 20 ans. C'est-à-dire ouvrir ces quartiers, faire en sorte que ces gamins se mélangent, que leur identité ne soit plus réduite à leur cité, mais ouverte sur les villes autour, construire de l'identité commune. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en quelques mois, en quelques années. Je pense qu'il faut parler énormément. Je pense qu'il faut remettre du monde dans l'espace public. Je pense qu'il faut ouvrir des lieux dans des cités où il n'y a plus aucun lieu. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur d'accueillir ces jeunes, parce que quand on n'ouvre pas une salle le soir, parce que c'est compliqué à gérer, parce que c'est dangereux, parce que ça va créer ça veut dire qu'on les rejette dans l'espace public, où là, pour le coup, on se lave les mains et après, on pourra dire, ça, c'est la responsabilité des parents. Et autre solution qui avait été proposée d'ailleurs par Elisabeth Borne, l'ex-première ministre, elle avait proposé d'imposer aux jeunes qui ont pris part aux émeutes de juin dernier de participer à des stages encadrés par des militaires. Alors, est-ce que les valeurs de l'armée peuvent-ils sauver cette jeunesse? Qu'est-ce que toi, tu en penses? Je pense que le fait qu'à l'adolescence, on ait besoin de cadres, oui, d'apprendre des cadres, c'est une évidence. Est-ce que l'armée, c'est le meilleur endroit? Moi, j'y suis passé parce qu'à l'époque, le service militaire existait encore et que j'ai pas pu y échapper. Je suis pas sûr que ce soit un endroit qui m'ait beaucoup fait échapper à mes déviances à l'époque. Je suis pas sûr que l'armée... Moi, je pense plutôt qu'il faut réussir à mélanger ces jeunes avec d'autres jeunes, d'autres endroits, d'autres villes, et faire en
sorte de leur faire construire ensemble des choses qui ne sont pas de l'ordre de la rivalité. C'est-à-dire aller vers, ça peut être des séjours, des projets solidaires, faire qu'ensemble, ils ne soient pas... Par exemple, à un moment donné, on organisait des matchs de foot contre des quartiers rivaux. Et malheureusement, régulièrement, ça tournait mal. Voilà, quand il y avait un club qui perdait, ça pouvait terminer en bagarre. On les mettait toujours dans la situation de la rivalité. Il faut essayer de les amener... Pendant que je faisais mon enquête pour mon livre, j'ai rencontré un commissaire que j'ai trouvé assez formidable en fait. Curieusement, il venait des CRS. Commissaire Ricci, qui était en poste à l'époque là-bas dans le Val d'Hier, là où j'ai travaillé. Et ce type-là, à un moment donné, me dit il faut faire avec eux, avec ce qui les intéresse. On parle des réseaux sociaux, on parle des téléphones, on ne va pas leur enlever, on ne va pas leur interdire les réseaux sociaux. À partir de là, et le rap pareil, le thème de la rixe, de la bagarre collective revient beaucoup dans le rap. Lui disait faisons avec. Ils adorent le rap, et ok, on a un studio à Épinay-sur-Sénart. Faisons en sorte que des gamins de quartiers différents viennent et travaillent ensemble sur le rap, éventuellement sur la question de la violence. Merci beaucoup Olivier Bertrand d'être venu nous voir. Le sujet est passionnant et ton livre La Rixe, sorti en novembre dernier, est disponible donc aux éditions Le Seuil.